Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un élève est distrait en classe, il a des difficultés à suivre ses cours. Après consultation, la réponse du psychologue est sans appel, il est précoce, un diagnostic rassurant pour les parents qui permet d'expliquer pourquoi leur enfant n'est pas aussi performant que ses camarades, avec pour risque de passer à côté d'autres troubles comme l'autisme, la dyslexie ou les troubles de l'attention. Une professeure interrogée dans le Figaro disait « Je n'en peux plus, la moitié des parents sont convaincus que leur enfant est surdoué ». Bonjour Franck Ramus, vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur de psychologie à l'École normale supérieure. Alors d'où vient cette prolifération d'enfants surdoués ou présentés comme tels ? Bonjour. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie prolifération. Il peut y avoir des diagnostics un petit peu abusifs, mais comme il y en a aussi pour d'autres catégories, pour la dyslexie, pour l'autisme, il y a aussi des diagnostics qui sont un petit peu abusifs. De même qu'il y a aussi des diagnostics qui ne sont pas faits pour des enfants qui ont vraiment le trouble. Donc là, en ce qui concerne les enfants surdoués, disons, à la base, la question, c'est des enfants qui ont des problèmes à l'école et on s'interroge finalement quelle est la cause. Et il y a évidemment de multiples causes possibles. Il y a différents troubles, des apprentissages, il y a l'autisme, il y a les troubles du comportement, etc. Et puis, il peut aussi arriver qu'un enfant surdoué, donc beaucoup plus intelligent que les enfants de même âge, la plupart vont très bien, hein. La plupart, ils réussissent très bien à l'école et ça se passe bien pour eux. Mais il se peut qu'il y en ait certains qui se sentent tellement en décalage par rapport aux autres, qui s'ennuient tellement à l'école parce que l'école n'arrive pas à répondre à leur curiosité et à leur niveau, que ça peut engendrer des troubles, ça peut les rendre perturbateurs en classe, ça peut faire qu'ils développent une phobie scolaire parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font à l'école, etc. Donc ces cas-là existent, hein, bien entendu. Mais alors comment justement réussir à les appréhender sans trop de risques d'avoir de faux positifs, comme on dit ? Oui, c'est toute la question, mais c'est là que les bons professionnels savent faire la part des choses. Ils font passer non seulement une batterie de tests d'intelligence qui va permettre de déterminer le quotient intellectuel. Et si ce quotient intellectuel est très élevé, au-delà de 2 écarts types de la moyenne de la population, donc ça veut dire seulement 2% de la population, dans ce cas, l'enfant peut être déclaré surdoué. Mais en plus de ça, normalement, le psychologue ou le psychiatre, s'il y a un véritable problème qui s'est déclaré à l'école, il ne va pas faire que le test de QI, il va aussi passer tout un autre tas de tests qui peuvent révéler des troubles plus importants. Lesquels, par exemple ? Eh bien, ça va dépendre un petit peu des symptômes de l'enfant. Si l'enfant n'arrive pas à lire, évidemment, la première suspicion, ça peut être une dyslexie. S'il a un problème avec le langage oral, ça peut être une dysphasie. S'il est très maladroit, ça peut être une dyspraxie. S'ils sont des problèmes de comportement, alors il y a toute une gamme aussi de troubles du comportement, comme l'autisme, etc. Tout ça, ça va nécessiter des outils diagnostiques particuliers. Donc normalement, le psychologue ou le médecin a à sa disposition toute une batterie de tests à l'issue de laquelle il va faire une hypothèse sur un diagnostic. En général, la précocité intellectuelle va être détectée très rarement. Et c'est pas la cause principale des difficultés à l'école. Et lorsqu'on mesure un QI, parce que là aussi, il y a eu de nombreux débats, Franck Ramus, sur le fait de savoir ce que mesurait le QI, ce qu'il désignait véritablement. Vous qui êtes aujourd'hui directeur de recherche au CNRS et professeur de psychologie à l'École normale supérieure, qu'est-ce qu'il est possible de dire sur ce que mesure réellement le QI ? Les batteries de tests d'intelligence, ça se présente comme une série de tests. Il y en a entre 6 et 10. Et ces tests essayent de solliciter les différentes fonctions intellectuelles qu'on a, verbales, non-verbales, le raisonnement, la motricité, la perception, etc. Donc, normalement, un test d'intelligence essaye de couvrir toute ou au moins une grande partie des fonctions intellectuelles, et après on ramasse ça dans un seul score, qui est le score de QI, et qui est une espèce de moyenne générale de toutes nos fonctions intellectuelles. Mais est-ce que c'est fiable ? Oui, c'est fiable comme tout instrument de mesure, si vous voulez. Voilà, faut le prendre comme ça. C'est un instrument de mesure comme un thermomètre pour mesurer la température. Évidemment, tout instrument de mesure, il a ses limites, il a ses conditions d'application, il a une certaine fiabilité qui n'est pas infinie, évidemment, mais quand on connaît bien ses limites et ses conditions d'application, on arrive à mesurer de manière fiable l'intelligence des individus. Oui. Un enfant qui a un QI élevé dans ces conditions, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Autrement dit, quelles sont les difficultés qui peuvent se poser à lui, Franck Ramus ?
Avant tout, un enfant qui a un QI élevé, il a de la chance. Parce que quand même, l'intelligence, ça sert dans la vie, ça sert avant tout à l'école, ça sert dans la plupart des métiers, dans tous les métiers en l'occurrence. Donc de manière générale, les gens qui ont une intelligence plus élevée ont de meilleures chances dans la vie pour tout, pour les études, pour la vie professionnelle et dans plein d'autres domaines. Après, le fait d'avoir une très haute intelligence ne vaccine pas contre les problèmes et ne vaccine pas non plus contre les autres, contre des troubles. On peut être à la fois surdoué et dyslexique, on peut être à la fois surdoué et autiste, on peut être surdoué, etc. Donc, il arrive que chez certains cas, il y ait cette co-occurrence entre la très haute intelligence et puis un vrai trouble à côté. Oui. L'origine sociale de l'enfant, Franck Ramuz, joue-t-elle justement un rôle dans ce diagnostic ? Là où ça va jouer un rôle, c'est que faire passer un test de QI à un enfant, ça se fait chez un psychologue qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, et donc ça coûte 200 à 300 euros. Donc, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et donc, évidemment, on imagine bien que les familles favorisées vont avoir plus tendance à faire cette démarche lorsque ça semble nécessaire que les autres. Bon, sachant qu'il est possible aussi d'obtenir un tel test par les psychologues de l'éducation nationale, s'ils sont possibles, et si ça vient d'une demande de la part de l'école. Mais sinon, est-ce qu'on est certain que le calcul du QI neutralise la dimension sociale de cette chose, si, bien entendu, elle existe, selon vous, Franck Ramuz ? Non, ça ne neutralise pas la dimension sociale. Ça la reflète aussi. Et ça, c'est normal, finalement. Ce qu'on veut mesurer, c'est l'intelligence de la personne. Quand on mesure l'intelligence de la personne, on n'est pas en train de répondre à la question comment cet enfant est devenu intelligent. Dans quelle mesure est-ce que c'est grâce à ses gènes? Dans quelle mesure c'est grâce à son environnement familial? Les deux, bien entendu. Et donc, évidemment, ceux qui grandissent dans un environnement très défavorable, ils ont moins de chances de développer leur capacité intellectuelle et ça va se voir dans les scores de QI. Bon, en conclusion, que conseiller aux parents qui ont l'impression d'avoir affaire à un enfant précoce, Franck Ramuz? Si c'est leur seule impression, c'est pas un problème et il n'y a pas besoin de se ruer chez le psychologue. On va voir ça peut être une mauvaise impression. On va voir un psychologue ou un professionnel de santé quand il y a un vrai problème et qu'il y a besoin d'un diagnostic médical. Merci beaucoup, Franck Ramuz. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur de psychologie à l'École normale supérieure.